Le jour se lève sur l'île de Bréhat, au large de Paimpol. Il est 6h30. Comme tous les matins, Charles accompagne sa fille Nina au bout du chemin, avant un trajet peu ordinaire. Car ici, le ramassage scolaire se fait en tracteur. Les habitants de l'île appellent ce drôle d'attelage le petit train de Bréhat. C'est le seul transport en commun sur cette île où les voitures sont interdites. Pour Nina, le trajet n'est pas terminé, car pour se rendre au collège, elle doit maintenant prendre le bateau. Direction Paimpol, à un quart d'heure de traversée. Bréhat, c'est cette multitude d'îlots et de rochers formant un magnifique écrin de verdure. Cette partie de la côte bretonne est constellée de ces petits confettis verts. Bercée par le Gulf Stream, ce courant chaud venu des mers du Sud, elle s'épanouit sous un climat particulièrement doux qui les transforme en île-jardin. Les parents de Nina, Laurence et Charles, ont fait de leur amour des plantes un métier. Ils sont pépiniéristes. Tu vois, je voudrais le mettre là, ouais. Dans ce jardin, ils acclimatent des essences en provenance des 4 coins du globe, comme ce magnolia. Là, je me prends de passion pour les magnolias, donc j'en veux plein dans le jardin. Aéonium d'Afrique du Sud, géranium de Madère, Telopea d'Australie. Ils cultivent plus de 650 variétés. Pourtant, il y a 20 ans, ils ne connaissaient rien aux plantes et vivaient à des centaines de kilomètres d'ici. Elle était comptable, lui informaticien. Moi, la première fois que je suis arrivée à Bréhat, je me suis tout de suite sentie bien. J'étais vraiment apaisée. Plus après, derrière ce destin, les enfants, la vie, la pépinière en plus. J'étais vraiment à 1000 lieues d'imaginer un conte de fées pareil. Laurence et Charles se sont spécialisés dans la culture des agapanthes, les fleurs d'amour en grec. Ils en possèdent une collection de 220 variétés. Voilà les premières fleurs qui commencent à pointer. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on est encore un peu tôt dans la saison, donc on n'a que du feuillage et que quelques petites fleurs. Encore quelques semaines de patience. Et voici à quoi elles ressembleront. L'agapanthe, c'est l'emblème de l'île. Elle vient pourtant d'Afrique du Sud et serait arrivée il y a plus de 100 ans dans les malles d'un ambassadeur. Charles et Laurence les élèvent avec un soin infini. Dans cette partie du jardin, la terre est très bonne, donc les plantes se développent vraiment bien. Donc voilà, là on les laisse là pour 2 ans et après on les sortira de terre, on les divisera et on en fera des bébés qu'on installera dans les champs après. Donc qui normalement sera à la vente d'ici 5 ans. Chaque nouvelle pièce de la collection a sa carte de visite.
Pour Laurence, les fleurs sont un peu comme ses enfants. Alors quand il faut s'en défaire, c'est parfois douloureux. Tout au début de la pépinière, c'était pour moi absolument impossible de vendre une plante. Je ne pouvais pas m'en détacher. Donc lorsqu'on avait des clients, je disais « Ah non, pas celle-ci, ah non, pas celle-là ». Je les orientais vers autre chose. Et, non, non, mais l'année prochaine, j'en aurai d'autres. Et donc, je les gardais toutes pour moi. Maintenant, au bout de 10 ans, ça va mieux. C'est justement l'heure des livraisons. Direction le nord de l'île. La partie la plus sauvage de Bréhat. Les habitations sont rares. La lande et les rochers se disputent la proximité de la mer. Les éléments ont parfois sculpté un décor presque lunaire. Premier arrêt. Bonjour Marine, ça va? Marine vient d'arriver pour les vacances. Voilà, on t'a emmené un petit peu de choses, puisqu'on voit que tu es à l'œuvre, là, dans le jardin. Oui, c'est la jungle. Son jardin est resté en friche tout l'hiver. Alors derrière, faut des plantes qui se débrouillent toutes seules. Ici. Voilà. Dans les jardins de Bréhat, il faut savoir jouer avec le vent. Ouais. Et elles vont tenir, là? Ah oui, 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 c'est des plantes qui poussent dans le vent. Avec un feuillage très coriace, donc pour le vent, voilà, elle n'est pas du tout attaquée ni rien. C'est très très joli. Le vent chez Marine est omniprésent. Je voulais vous demander si vous pensiez que je pouvais mettre quelque chose, quelques boules, quelques arbustes Et pour cause. dans la mer. Ah oui, je pense que c'est possible. C'est un jardin totalement ouvert sur la mer. Ici, le vert se mélange avec le bleu. La tournée se poursuit, cette fois dans la partie sud de l'île. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? C'est pas le beau temps là aujourd'hui. Merci, Voilà. Laurence vient livrer un solanum qui Ouais. donnera bientôt de superbes fleurs blanches. Il sera planté plein sud, Aussi les romarins, ouais. face à la mer. Bien protégé des embruns par cette magnifique petite anse. Le paysage de Bréhat en est parsemé. Elles font toute la beauté de l'île. L'une d'entre elles recèle un trésor. C'est ce moulin, posé au milieu de la mer. Il fonctionne uniquement grâce à la force des marées. Bâti au XVIIe siècle, il a été abandonné en 1920. Il a repris vie grâce à des passionnés qui l'ont entièrement restauré. Marion Lepache a beaucoup œuvré pour la renaissance du moulin. Plusieurs fois par an, elle le remet en marche. Lorsque la mer monte, elle vient ici, elle passe sous cette digue ici. Les portes à mer qui sont là se soulèvent avec le courant et donc ça vient remplir l'étang ici qui constitue la réserve d'eau pour faire tourner le moulin. Il suffit de monter la vanne et à ce moment-là, on a l'eau qui vient s'écouler dans le coursier de la roue. Ça fait tourner la roue et ça entraîne tout le mécanisme à l'intérieur. Là, le moulin est en route. On va peut-être remettre un peu de grain.
le grain descend tranquillement, pas trop vite ni trop lentement, et il faut que ce soit juste bien dosé. On entend le tac-tac du moulin. Et donc voilà la farine qui descend. Alors farine brute avec le son et puis la farine. Ça sent bon. Quelques heures plus tard, la marée remonte. Vous êtes ému de voir ça? Ouais, toujours un peu parce que c'est une longue histoire. Et puis c'est une histoire qu'on a menée jusqu'au bout, donc on est forcément toujours ému. Nous quittons l'île de Bréhat. Pour partir plus à l'ouest, vers un autre confetti-vert. Au large de Roscoff, voici l'île de Bas. Elle doit son nom à sa forme. C'est une île très basse qui, pour les marins, se confond avec les collines du continent. Pour les guider, un phare géant de granit, seul point saillant de l'île. C'est au pied de ce phare, dans l'ancienne maison du gardien, qu'habite un autre jardinier des îles. Olivier Maillet travaille pour le Conservatoire du littoral. Son jardin se trouve à l'autre bout de l'île, à 3 km à vélo. Originaire du centre de la France, Olivier a découvert Bas il y a 20 ans. Il est tombé sous le charme de ses panoramas. Mais c'est sa passion pour les plantes qui l'a fait rester ici. Ce matin, avec Jean-Louis et Louise, la journée commence sur la plage, dans un décor de toute beauté. Bon, il y a du goémon. Oui, on va prendre dans le haut. C'est ici que ces jardiniers viennent chercher leur engrais. Il est 100% naturel et gratuit. C'est le goémon. Le goémon, ce sont les algues, ces algues brunes, ces algues rouges que la mer arrache du fond rocheux et qu'elle dépose sur les plages. Et c'est un excellent amendement utilisé par l'agriculture, mais aussi par le jardinage. Olivier et ses jardiniers perpétuent une tradition ancestrale. Car depuis toujours, sur l'île de Bas, c'est la mer qui nourrit la terre. Une mer généreuse. On compte plus de 700 variétés d'algues dans le chenal qui sépare l'île du continent. Il y a différentes algues. On retrouve les laminaires ici, on retrouve un peu d'algues brunes à l'intérieur, des algues rouges. Là, ce sont les meilleures d'ailleurs, mais il faudrait faire le tri, un peu de thalie, également du lichen. Donc ça, on a la peau de crocodile, parce que ça ressemble un peu à une peau de crocodile. Il y a du haricot de mer qu'on retrouve beaucoup, qui peut se manger aussi d'ailleurs. Ça, c'est de la salade de mer. La récolte se termine. Les jardiniers vont utiliser les algues pour enrichir la terre de leur jardin. Et ce jardin, le voici. Une folie exotique au cœur de la Bretagne. Plongée dans une oasis marocaine. On entre dans la palmeraie qui est un petit peu le cœur du jardin, qui est la partie la plus protégée également du vent.
et ce qui a été creusé de 4,50 m dans le sable, dans l'argile et dans la roche à la dynamite pour pouvoir avoir cette protection et pour faire comme dans le désert marocain, ces oasis très encaissées qui permettent de se protéger des vents de sable. Et ici, c'est un petit peu le même phénomène, la chaleur en moins simplement. Ce jardin extraordinaire est né de l'imagination d'un autre amoureux de l'île de Bas. Georges de Lasselle, un assureur parisien de la fin du 19e siècle, passionné de plantes et de voyages. La mode est à l'exotisme. On crée partout en France des jardins d'acclimatation. Georges de Lasselle rêve d'un jardin colonial en Bretagne. Il achète cette dune désertique qu'il façonne à main nue. Un défi contre les éléments. Il lui faudra près de 30 ans pour achever son œuvre et créer son petit paradis. Non loin de l'oasis marocaine, nous voici maintenant dans l'hémisphère sud. Ce sont les cordylines, des plantes qui nous viennent de Nouvelle-Zélande, qui étaient utilisées par les Maoris pour confectionner leurs habitations, tout simplement en tressant les feuilles. Et sur l'île de Bas, cette plante retrouve les conditions optimales et chez nous, c'est vrai qu'elle pousse presque comme des mauvaises herbes. Encore quelques pas et nous changeons de continent. Là, nous quittons l'ambiance tropicale du jardin pour arriver vers la façade ouverte, vers le large, vers la mer, vers les tempêtes, mais la plus ensoleillée du jardin, et on va basculer dans le monde des plantes grasses, un monde totalement différent. Ces cactus, venus d'Amérique du Sud, se croient chez eux, en Bretagne. Ça peut sembler un peu paradoxal d'arriver à faire pousser des cactus en Bretagne. Malgré l'humidité, on arrive à les faire pousser. Il leur faut une lumière la plus vive possible. Donc là, on les a plantés en sud-ouest avec un gravillon blanc pour réverbérer la lumière. Et pour s'affranchir du problème de la pluie, ici, eh bien, nous les avons plantés dans du sable. C'est uniquement du sable, le sable de la dune. Et puis dessus, il y a une bâche et une grosse couche de gravillon qui piège l'eau. Grâce à ce système, plus de 30 variétés de plantes grasses s'épanouissent ici. Certaines portent des noms étranges. Les griffes de sorcière, les langues de vipère, les doigts de fée, pourpier, faux pourpier, figuier de Hotento, chêne de forçat, corne de cerf, banane, frite, etc. Elle a des dizaines de noms, cette pauvre plante. Les botanistes lui ont donné le nom de Carpobrotus acinaciformis. Ça explique pourquoi on lui a donné tant de noms. On a aussi toute une collection de plantes odorantes dans le jardin avec des odeurs curieuses et qui nous font voyager. Ici, il y a un petit géranium qui sent le citron vert, un peu plus loin une sauge à l'ananas, idéale d'ailleurs pour la cuisine également, et ou une plante d'Afrique du Sud qui, elle, sent la cacahuète carrément. Il y a aussi des plantes comestibles. Là, nous avons une plante qui n'a pas d'odeur, mais qui a un goût. C'est la fameuse plante au goût de l'huître, en plus avec un très beau feuillage et une saveur vraiment de ce coquillage. À Bas, les plantes exotiques ont conquis toute l'île. Et cela depuis bien longtemps. L'île regorge de jardins secrets et luxuriants. Bonjour, merci de nous accueillir. Comme celui de Jocelyne. Alors ça pousse un peu le jardin ? Cette maison de famille, construite en 1830, était celle d'un riche capitaine de marine. Comme tous les navigateurs de l'époque, il rapportait à Bas toutes sortes de plantes inconnues. Une tradition très ancienne sur l'île, qui ne devait rien au hasard. Il y a eu au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle une volonté vraiment de découvrir le monde botanique vraiment sur tout le globe. Donc il y avait cet édit qui imposait aux commandants de navires de ramener en métropole, en France, les plantes pour les déposer dans les jardins de la marine pour essayer d'améliorer, de diffuser encore plus les végétaux sur le globe et d'avoir de nouvelles possibilités en fin de compte, soit pour des textiles, soit pour des teintures, soit pour la nourriture. Voilà pourquoi sur l'île de Bas,
on pourrait parfois se croire dans les mers du Sud. Olivier, l'amoureux des plantes, a trouvé son paradis. Comment se lasser? Le paysage est tellement variant, avec le soleil qui change tout le temps, cette couleur de l'eau aussi qui change continuellement. Non, c'est un véritable bonheur de vivre ici. On est au milieu du monde. Les autres pays sont ceux qui habitent en face. Nous quittons la Bretagne Nord pour la Bretagne Sud. Direction Belle-Île-en-Mer. C'est la plus vaste des îles bretonnes. Un territoire façonné par l'océan, balayé par les vents. Sa nature, sauvage, inspire ici d'autres jardiniers des îles. Ce matin, sur le port de Palais, le ciel offre un spectacle magique. C'est l'heure du marché. Ici, il a lieu tous les jours. Bonjour Didier. Bonjour Véronique. Tu vas bien? Vous allez bien, très bien. Je vais prendre... Un rendez-vous incontournable pour Véronique. Tu as vu l'arc-en-ciel ce matin? Merveille. Extraordinaire, hein? Super. Merci. Bonne journée à toi. Véronique vit à Belle-Île depuis plus de 20 ans. Vous allez bien? Oui, et vous? Très bien, parfait. Elle connaît tous les commerçants et sait choisir les meilleurs produits, dont une curieuse spécialité. Herlé, est-ce que vous avez des pousse-pieds? Ah, c'est assez rare de voir des pousse-pieds à Belle-Île parce que la pêche est très réglementée. Le pousse-pied, c'est un crustacé primitif qui pousse sur les roches en grappe et qui se cueille à l'aide d'un marteau et d'un burin. Pourquoi est-ce que c'est un nom si curieux, pousse-pied? Bon, on dirait déjà des ongles de tortue un peu. Quand c'est cuit, on pince ici, on pince là, on tourne, on tire et on mange ce qui sort de la gaine noire. Mais c'est quand c'est cuit que ça sort. Quand c'est cru, ça sort pas. Moi, j'aime bien. Véronique et son poissonnier partagent une passion commune pour les arbres. Herlé m'a même donné un bébé chêne et régulièrement je lui donne des nouvelles de son chêne qui a une pousse de côté là. Il pousse pas droit, il pousse comme ça. Mais il va bien, il va bien. Bon, merci Herlé. Le domaine de Véronique se situe dans la partie la plus sauvage de Belle-Île. C'est un parc de 6 hectares, peuplé d'arbres et de fleurs, savamment mis en scène. Véronique a créé ce jardin avec son mari, aujourd'hui disparu. Ensemble, ils ont défriché la lande et ont fait renaître des paysages oubliés. Nous arrivons ici dans le petit vallon, celui que nous avons découvert, le vallon de Bortinec qui s'appelle. Ici, c'était un marécage avec un enchevêtrement de ronces, de saules tombées. Et nous avons creusé cet étang, restauré le muret de pierre et planté tous ces végétaux que vous voyez, tout en gardant les vieux arbres qui étaient là, qui sont ces saules marceaux que les Belle-Îlois coupaient tous les 7 ans pour faire du bois de chauffage. Et quand ils meurent, quand la tempête souffle et qu'ils tombent, ils repoussent. Donc c'est presque un arbre immortel. Nous marchons sur un chemin que nous avons ouvert le long d'un muret de pierre. Et les gens du village qui sont venus nous voir travailler dans le jardin nous ont dit que nous avions retrouvé le chemin du facteur. L'ancien chemin du facteur mène vers ce muret de pierre sèche qui avait complètement disparu sous les ronces. Quand nous avons commencé à défricher cette parcelle, c'était très extraordinaire et émouvant parce qu'au fur et à mesure où on défrichait, on découvrait 1 mètre de plus de muret et de boue. C'est vraiment le seul endroit où nous avons découvert un tel ensemble encore préservé. Bon, là, on pourra le réduire. Ce matin, Véronique a rendez-vous avec un jardinier un peu particulier.
peut-être qu'on les coupera. Parce que... Regardez la branche là-haut, qui est un petit peu derrière. Si vous pouviez vraiment la tailler assez bas, là, vous allez pouvoir vous grimper au travail. Frédéric est arboriste grimpeur. Bon, bah donc là, je vais aller me réchauffer un peu. C'est parti pour un élagage à 3 mètres du sol. Là-haut, Frédéric? Ah ouais, très bien. On sent pousser des ailes. En plus, avec un peu de vent, c'est toujours un peu plus de sensations. C'est agréable. Vous avez une belle vue? Une très belle vue sur un double vallon. Ouais, c'est assez super. Ouais. C'est pas mal, Frédéric, comme ça. Très bien. Depuis son arbre, Frédéric a aussi une magnifique vue sur l'océan, tout proche. Véronique lui rend visite tous les jours. Pour mieux l'admirer, elle emprunte le sentier du littoral qui fait le tour de l'île, sur des falaises vertigineuses. Voilà. On se sent tout petit face à cette immensité et à ces rochers, cette côte déchiquetée impressionnante. Sur ces falaises, la nature s'en donne à cœur joie. Alors ici, c'est vraiment un jardin naturel, parce que sur l'autre versant, on aperçoit dans cette combe des feuillages verts bleutés qui sont les asphodèles. Juste derrière, il y a une barrière de tamaris. Et puis, ce jardin change de couleur un petit peu tout le temps. Puis toute la côte est spectaculaire. Le sentier mène vers la pointe des Poulains, sur les traces d'une autre amoureuse de Belle-Île. Une femme du passé. Cet ancien fortin militaire fut pendant 30 ans la villégiature de l'actrice Sarah Bernard. Elle y venait en famille, avec des amis, et surprenait les Belle-Îlois par ses excentricités. Elle avait des chevaux, des moutons, des poules, toute une ménagerie. Et l'histoire raconte qu'elle avait un boa, mais que le boa qu'elle avait rapporté, je crois, d'une tournée d'Amérique du Sud, mais que le boa avait mangé tous ces coussins qui contenaient des plumes d'oiseaux. Donc elle a dû abattre le boa. Et les Belle-Îlois étaient absolument fascinés par les excentricités de Sarah Bernard. À sa mort en 1923, les Belle-Îlois lui rendent d'ailleurs hommage, en couvrant de camélias le pont-levis du Fortin. Un peu plus loin, sur la côte sauvage, voici l'une des vues les plus spectaculaires de l'île. Les aiguilles de Port-Coton. Elles ont inspiré les plus grands peintres. C'est émouvant parce que c'est ici que Claude Monet, quand il est venu à Belle-Île en 1886, a posé ses chevalets et il a peint ce site. Et on peut penser que depuis, le site a très peu changé. Ce qui est extraordinaire, c'est que le soleil se couche juste derrière les aiguilles de Port-Coton. On a l'impression que le soleil tombe dans la mer. La journée à Belle-Île se termine avec l'un des plus beaux couchers de soleil de Bretagne. C'est pour ces moments hors du temps que Véronique et les autres jardiniers des îles ne quitteraient leur confetti vert pour rien au monde.